Donc bienvenue par ici, je vous prends aujourd'hui pour vous faire le bilan du mois d'avril côté lecture, culture, etc. On va faire ça un peu rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai fait mes petites notes. Vous savez que d'abord j'aime bien vous parler un peu de chiffres parce que moi ça me permet de me faire une sorte de tracker en fait que je note au fur et à mesure. Au fur et à mesure des mois, je vois l'évolution. Alors je sais qu'en ce moment, mon rythme de lecture est un petit peu plus bas que il a pu être. Ça ne veut pas dire qu'il est mal, il est comme il est. C'est pas grave. Hein. En plus, vous allez voir que je dis c'est pas grave, mais j'ai quand même pas mal lu et j'ai fait des bonnes lectures, donc c'est bien le principal. Alors, donc au mois d'avril, j'ai lu 26 livres en tout, dont 4 livres audio et 15 graphiques, ce qui fait qu'il me reste 7 romans papier. Je dis romans, mais c'est aussi un recueil, c'est parfois des petits livres, parfois c'est des très gros. J'ai lu quand même des bonnes briques ce mois-ci. En tout, j'ai lu 6309 pages, voilà. Donc pas mal de livres audio parce que forcément quand on n'a pas trop le temps, le livre audio, moi je trouve que c'est bien. Puis on a fait des voyages, on a lu Ravage. D'ailleurs je l'ai pas mis dans mes... Non, je l'ai pas mis dans mes favoris. Il l'aurait pu parce que j'ai beaucoup aimé. Je vous en parle... Est-ce que je vous en parle dans ma dernière vidéo? Non, je sais pas. Quand est-ce que je vous en parle? Je vais vous en parler à l'occasion. Mais c'était vraiment une bonne expérience audio. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, Ravage, un roman classique de René Barjavel, de science-fiction, que j'ai vraiment préféré au Meilleur des Mondes. Peut-être que je vous en parlerai un moment où je lirai la suite du Meilleur des Mondes. À voir. Côté Tour du Monde, on partait en Afrique centrale. Alors, j'ai lu un roman, j'appelle ça un essai poétique, mais je sais pas comment dire, un plaidoyer, je sais pas, et 3 BD. Donc il me manque un roman que je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis de N.J. Kerry. Donc je ne suis pas partie au Tchad. En revanche, je suis partie au Cameroun, au Congo, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Ce qui fait que je suis quand même contente de moi parce que j'ai un peu navigué dans la région. Et ça, c'est plutôt chouette. Vous allez voir que quelques-uns des livres sont dans mes favoris. Et ça, c'est cool aussi. Alors, vous savez que je fais un tirage au sort que j'empaquette, voilà. Là, ce mois-ci, pour le mois d'avril, j'avais tiré La Muse Rouge de je ne sais plus qui, je vous mets la fiche ici. Parce que le livre, je ne l'ai plus, j'ai décidé de ne pas le lire, j'ai décidé de le rendre à mon père parce qu'il me l'avait prêté. D'ailleurs, quand je lui ai rendu, il ne se souvenait plus trop. Donc ça l'a pas forcément marqué. Je pense qu'il va le mettre dans sa boîte à livres. Et voilà, non, je crois que... Voilà, j'avais pas envie de le lire à ce moment-là. Donc il est sorti de ma pile à lire. J'ai aussi sorti un autre livre qui m'avait prêté qui est Les Roches Rouges d'Olivier Adam, je crois. Et celui-ci, je l'ai enlevé parce que je me disais que peut-être je le laisse chez eux. Ça fait un moment que je l'ai, que je le dis pas, donc s'ils veulent le prêter à quelqu'un d'autre. Et puis surtout, je me suis dit, si j'ai envie de le lire un été, voilà, je le calerai à ce moment-là et puis ce sera très bien. Est-ce que j'en ai entendu bien quand même? Il est bien noté sur Livre Addict. C'est peut-être le fait que ce soit un roman jeunesse qui me freine un peu. En ce moment, j'ai peut-être moins envie de ça. Voilà. Donc, c'est un fail. Voilà, mais c'est pas très grave. C'est un haul. Ça fait de la place dans la pile à lire. Je vous fais pas le point sur le nombre de livres entrés, le nombre de livres sortis. Parce qu'en fait, j'ai 2 comptes Instagram qui permettent de faire le suivi de ce qui est dans ma pile à lire en fait. Et le fait que ça bouge, que ça rentre, que ça sorte, me pose pas forcément de problème. Donc je fais pas ce point là. On verra si je le refais l'année prochaine. Vous savez, je me suis fait en début d'année, je vous remettrai le i si vous voulez, je crois que c'est là. Je vous ai dit, je veux lire 23 livres en 2023 et c'est cela que je veux lire. Alors déjà, il y en a un, je sais que je ne lirai pas puisque c'était La Muse Rouge. Donc celui-ci, il n'y sera pas. C'était La Muse Rouge ou c'était Les Roches Rouges? Je sais plus. En tout cas, il y avait rouge dedans. Mais celui-là, peut-être Les Roches Rouges. Peut-être, c'est pas encore totalement fail. Mais bon, j'ai lu 7 des livres prévus sur les 23, ce qui est pas trop mal, je trouve. Voilà, j'en ai lu un en plus en fait par rapport au mois dernier, c'est La Reine Margot. Mais en mai, normalement, il y en a pas mal qui seront lus. Je vous invite à retrouver ma pile à lire pour le mois de mai, qui est assez gargantuesque. Voilà, je ne dis rien.
Est-ce que j'ai terminé une saga? Oui. Et encore une saga manga. C'est déjà pas mal. J'ai relu les tomes 1. Il est là. Je vais vous montrer en même temps que je parle. Il est où? Ah, zut flûte. Pardon. Il est là. J'ai relu le tome 1 de cette duologie et j'ai lu la fin. Voilà. Et voilà. Je peux vous dire que on va en reparler très vite. Donc c'est les temps retrouvés de Kei Fuji et Kokoro Hirai. Alors, on fait un petit point sur les défis du printemps, puisque je participe à 2. Il y en a un, c'est un fail. C'est le Blossom Spring Challenge. J'ai lu 4 des livres prévus sur les 14. Voilà. Et le Shiny Spring Challenge, j'en suis à 6 sur 16. Ça va aussi être un petit fail. Mais c'est pas mal, c'est honorable. Il faut pas... On n'est pas obligé de tout lire hein, dans nos piles à lire. Donc, pour le moment, c'est pas mal. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont prévus. Je sais que dans ce que j'avais prévu, il y en a certains, par contre, que je sais que je vais pas lire. Mais c'est comme ça. Voilà. Allez, on passe aux 3 romans préférés et aux 3 graphiques. On va commencer par les romans. Alors, j'en ai que 2 ici, mais on va commencer par le 3e, qui est en fait un livre que j'ai écouté, qui est un livre audio, mais j'ai peut-être le livre. Oui, je l'ai, le livre. Donc, c'est celui-ci. L'élégance du hérisson de Muriel Barbery, qui aurait pu être détrôné par Soroland, parce que franchement Soroland, si c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai quand même fait des bonnes lectures, des fois c'est pas facile de départager. Oups. Donc j'ai vraiment bien aimé Soroland. Il est là. Je pense à Becky Chambers, mais c'est pas Becky Chambers, non c'est Rivers Solomon. Et mais bon, vous verrez dans mon prochain carnet de lecture, je vous en parle en détail et vous comprendrez pourquoi il est détrôné par celui-ci. Là, je vous parle juste de celui-ci. J'ai beaucoup aimé la simplicité de cette histoire qui se passe un peu en huis clos puisqu'on est dans un immeuble. On suit une gardienne d'immeuble qui est loin d'être aussi inintéressante qu'elle n'y paraît. On va la suivre, elle est très cultivée, elle est pas toute jeune et voilà, on va suivre son histoire petit à petit, ses espoirs, ses pensées. Il y a pas mal de... Alors, je dirais pas de la nostalgie parce que j'ai du mal avec la nostalgie. Il y a pas mal de... Muriel Barbery arrive à faire une atmosphère vraiment particulière de douceur, quoi. Je trouvais que c'était vraiment très beau. On s'attache au personnage de Violette et on va suivre en parallèle, c'est Violette ? Renée, pardon. Renée qui a 54 ans. Et on va suivre en parallèle la petite fille qui s'appelle Paloma, qui a 12 ans, qui vit dans le même immeuble, qui est un immeuble bourgeois avec des familles quand même... voilà, assez riche. Et en fait, elle est un peu dégoûtée de sa vie. Elle a un regard très, très acerbe sur sa famille. Elle est très intelligente et du coup, ça lui donne un peu de dégoût pour la vie à tel point que elle estime qu'il faut qu'elle quitte cette vie et elle pense à 12 ans déjà à se suicider. Et en fait, on va suivre ces 2 personnages qui vont se partager la voix, en fait, dans ce livre-là. Et on imagine bien qu'à un moment, elles vont se croiser. Mais c'est fait justement pas facilement. C'est fait d'une façon que j'ai trouvée subtile. J'ai trouvé que c'était vraiment un livre qui fait du bien. Qui fait du bien avec des personnages très bien décrits. Je trouvais que c'était... Alors, à l'audio, c'était vraiment très, très agréable si vous voulez passer un bon moment d'écoute. C'est du feel good, je dirais, mais alors, c'est pas du tout gnangnan, c'est sympathique. Bon, moi, la petite Paloma, des fois, elle m'énervait un peu, mais voilà. J'ai beaucoup aimé le personnage de Renée. Je l'ai trouvé vraiment touchante. Et voilà, ces personnages sont vraiment très bien décrits. J'ai trouvé ça touchant. Donc, oui, il est là. Il a le droit. Ensuite, j'ai aimé beaucoup notre lecture commune de ce classique d'Alexandre Dumas, La Reine Margot. Qu'est-ce que j'ai aimé? C'était vraiment trop chouette. Et je me suis délectée pendant tout le mois d'avril de sa lecture
toute douce, toute tranquille, parce qu'on lisait vraiment peu de pages. Et regardez un petit peu toutes ces petites notes que j'ai prises, enfin que j'ai vraiment, il y a des choses que j'ai trouvées vraiment très très belles. J'ai trouvé des passages particulièrement romanesques, j'ai trouvé des descriptions très belles. La plume de Dumas est vraiment abordable, j'en avais peur, et pourtant je ne devrais pas, parce que j'ai lu le comte de Monte Cristo, alors c'était il y a un moment, donc mon souvenir est quand même lointain, et j'ai très envie de relire des livres d'Alexandre Dumas. J'ai très envie de lire Les Trois Mousquetaires, mais comme je suis allée voir le film dont je vais vous parler après, c'est vrai que finalement, c'est peut-être pas forcément celui qui me tente le plus, mais peut-être. Je sais pas. Peut-être je relirai le Comte de Monte Cristo parce que je me souviens que c'était vraiment un coup de cœur quand j'étais toute jeune. Et voilà. Mais là, je vais pas forcément vous raconter l'histoire. Je peux juste vous dire que ça commence avec la nuit de la Saint-Barthélemy qui va voir des centaines, je sais pas combien, si c'est des centaines, mais en tout cas énormément de protestants tués dans un bain de sang par les catholiques. On est voilà, sous Charles IX, avec la mainmise de Catherine de Médicis, et elle a tous ses enfants, elle a 3 garçons, et elle a Marguerite, Marguerite de Valois, qui vient de se marier avec Henri de Navarre, qui est lui-même protestant. Les personnages, sans vous dire, bon, il y a beaucoup du coup d'intrigues familiales, d'intrigues royales hein, pour le pouvoir. J'ai trouvé, alors on sent que vraiment il a voulu essayer de rester proche d'une certaine réalité, mais qu'il rajoute certains passages d'aventure en fait, et j'ai trouvé que c'était extrêmement, comment dire, envoûtant. Voilà, ces personnages sont extrêmement bien décrits. On aime détester Catherine de Médicis, et qui franchement était certainement terrible. Il y a beaucoup de références. Les notes, je les ai toutes lues, c'était très intéressant. J'ai même fait des marque-pages dans les notes. Donc lisez les notes si vous lisez La Reine Margot, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Alexandre Dumas nous prend par la main. Je voulais juste... pour que vous voyez un peu le style, je sais que j'ai coché un passage pour que vous compreniez un peu le style, la façon dont Alexandre Dumas nous parle à nous lecteurs, et je trouvais que c'était très intéressant. Donc on est dans le 3e volume, au chapitre 3, et ça commence comme ça. À l'époque où se passe l'histoire que nous racontons à nos lecteurs, il n'existait pour passer d'une partie de la ville à l'autre que 5 ponts, les uns de pierre, les autres de bois. Encore ces 5 ponts aboutissaient-ils à la cité. C'était le pont, gna 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 gna. Et moi, en fait, ce que j'ai aimé, alors c'est que oui, il a pris vraiment du plaisir à décrire le lieu, hein, le Louvre. À cette époque-là, c'est très intéressant de voir comment c'est fait. Et alors, à la fin de mon volume dans cette édition, on a des dessins d'époque, des rues de Paris. Et c'était super intéressant, j'ai trouvé, parce que on sent que pour lui, c'est très intéressant de situer son propos dans l'espace. Et c'est pour ça qu'il faut lire aussi les notes, parce que je trouve que justement, on se situe bien dans le texte grâce à ça, et dans le lieu, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Après, alors moi, mon seul bémol, c'est... la relation amoureuse entre Margot et de la Mole. Voilà. Toujours chez Alexandre Dumas, et d'ailleurs dans Les Trois Mousquetaires, c'est un peu la même chose avec D'Artagnan, et je sais plus comment elle s'appelle. C'est un peu gnangnan, je trouve. Mais on accepte parce que on sent qu'il prend plaisir à faire ça. Pour lui... je pense que voilà, cette histoire d'amour, c'est important, c'est un petit moteur en fait pour le lecteur, autant que pour lui, écrivain. On sent qu'il se délecte à écrire ça, et je lui pardonne. Bref, tout ça pour vous dire que vraiment j'ai beaucoup aimé, et oh là là, mais cette fin, alors qui est fictive, hein, il le dit bien, enfin, les traducteurs, pas les traducteurs, ceux qui ont fait les notes par rapport au livre de réécriture, des choses comme ça, nous disent bien que c'est totalement fictif et qu'il y a une erreur de... Enfin, bref, je vous en dis pas plus, lisez-le. Mais en même temps, je trouvais que c'était un parti pris tout à fait approprié pour le roman d'Alexandre Dumas. Voilà, c'est superbe, et on tremble souvent. Voilà, c'est vraiment, il arrive à nous emmener dans son histoire. Bref, j'ai adoré, voilà, c'était vraiment une super lecture. Et vous êtes étonnés,
Ceci est le 3e tome de Dune, cette saga science-fiction de Frank Herbert. Je vous en ai déjà parlé en long et en large. Ici, on suit les enfants de Dune dans cette très belle édition de Robert Laffont, que j'adore. J'ai mis le temps pour le lire. J'ai toujours... ça ralentit ma lecture de lire Dune, mais parce que, quelque part, c'est un peu mon analyse de ce mois-ci, c'est que j'ai ralenti ma lecture, mais je pense que j'ai quand même presque plus apprécié mes lectures. Le fait, j'aime beaucoup lire des livres longs, des livres qui nous emmènent dans des ambiances particulières, et là, vraiment, Frank Herbert, on peut que... Je pense que les personnes qui aiment Dune seront d'accord avec moi, pour dire qu'il a l'art de nous emmener dans un monde que lui seul construit si bien, quoi, qui nous fait... Moi, j'ai vraiment ressenti ce que je vous disais, et je ressens encore cette ambiance quand j'y pense. Ouais, voilà, de complot, de cette façon difficile de respirer, voilà, des stratégies. C'est une ambiance que je trouve dure, mais j'adore la façon dont il nous immerge en fait dans son monde, et je ne demande qu'à lire la suite, que je lirai certainement cet été. J'aime beaucoup, j'ai très envie de lire la suite. Je l'ai d'ailleurs, le 4e tome. Voilà, donc c'est le Messie de Dune, le 4e tome. Minimalou l'a lu et elle a aimé, je crois, donc ouais, elle a beaucoup aimé. Donc voilà, il faut que j'y aille, et je suis trop contente. Voilà, c'est un de mes coups de cœur aussi. J'ai préféré le 2e tome quand même, je tiens à dire. Le 3e tome n'est pas forcément mon préféré, je le trouvais très sombre. Mais le 2e tome, qui n'est pas forcément non plus très gai, est vraiment mon préféré. Enfin, le premier aussi était bien. C'est dur de choisir. Allez, on passe au graphique. Alors, côté graphique, il y a pas mal de choses qui viennent du tour du monde. Déjà, je vous remontre voilà, les temps retrouvés de Kei Fuji et Kokoro Hirai. Donc, c'est écrit à 4 mains. C'est pas écrit à 4 mains. Il y en a un qui dessine, un qui écrit le texte. J'avais eu un sentiment un peu mitigé au départ, je me souviens, sur la lecture de celui-ci. C'est le même auteur qui a fait Sous un ciel nouveau, qui est un ensemble, un recueil de mangas, enfin de petites histoires en manga, dans le même format d'ailleurs, assez grand comme ça, très agréable à lire. En couleur, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est en couleur, et ça se lit, je dis que c'est manga, mais ça se lit à l'européenne. Voilà. Donc je me souviens avoir eu un sentiment mitigé. Quand je l'ai relu, dans l'optique de lire les deux, j'ai été tout de suite immergée, et j'en ai pleuré quoi, à la fin de la duologie. Là. Ça m'a vraiment touchée. Je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. C'est vraiment une très belle histoire d'amour qui parle de 2 personnes âgées en fait, qui vont à nouveau découvrir l'amour après le décès de leurs partenaires respectifs. Et cette relation va être mal appréciée par la famille, et puis entre eux aussi, ils vont se poser beaucoup de questions sur est-ce que, enfin voilà, dans l'idée, on ne balaye pas 60 ans de sa vie pour se remettre avec quelqu'un. La façon dont c'est fait, c'est de façon très très intelligente, et ça m'a touchée en fait. Ça m'a touchée, je trouvais que c'était juste. J'ai trouvé que c'était juste, et vraiment les dessins superbes. Vraiment les dessins superbes. Je sais pas si je vous ferai des close-up, mais j'ai vraiment été touchée parce que j'ai trouvé que c'était sobre et très beau, quoi. Une belle histoire d'amour que je vous conseille. Je vous conseille vraiment cette duologie. Après, c'est 2 livres qui viennent justement d'Afrique centrale. Donc, le premier que j'ai lu, j'ai eu du mal à le mettre, mais en fait, je le mets parce qu'il m'a mouvementé, fait réfléchir, fait découvrir des choses dont j'avais une vague connaissance, mais voilà, qui a mis en lumière des choses assez tragiques, hein, et qui me font penser autrement, qui m'ont ouvert l'esprit. Donc là, on a Tempête sur Bangui de Didier Cassaille, édité chez La Boîte à Bulles, qui est une BD écrite par Didier Cassaille, qui lui-même vient de République centrafricaine, et qu'en fait,
c'est la propre histoire de sa ville qui a subi des désordres, des tragédies en fait, suite à des changements politiques, la population a vraiment subi des violences sans cesse. Et encore aujourd'hui, certainement, là, on est plutôt là, je crois que dans les années 2012, quelque chose comme ça, ouais. Et voilà, c'était intéressant, c'était violent, ouais, enfin, et pourtant, le dessin peut sembler caricatural, mais en fait, toutes ces couleurs, tout ça, ça semble au départ peut-être un peu joyeux, mais ça l'est pas du tout, hein. Donc attention si vous le lisez. Il y a des morts, il y a des tortures, il y a beaucoup de choses terribles. Mais voilà, ça fait partie du tour du monde d'aller découvrir ces pays et la vie extrêmement difficile de ces populations. Et je suis contente de l'avoir fait et de me cultiver là-dessus. Donc oui, si vous avez l'occasion de tomber dessus, oui, c'est une BD pas divertissante, mais à lire. Et je dirais à peu près la même chose sur celle-ci que je viens de terminer. Donc c'est UN3, ce qui signifie une urgence niveau 3, qui est un livre qui a été... c'est une bande dessinée qui parle de 3 pays. On va avoir, si je ne dis pas de bêtises, l'Irak, le Soudan et le Tchad. J'ai commencé par lire... la dernière en fait, parce que les 3 peuvent se lire indépendamment. Elles ont été écrites par différentes personnes, mais je ne saurais pas qui précisément a écrit quoi. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que Pat Mazzoni vient de République... Qu'est-ce que je dis? De République démocratique du Congo. C'est ça. Et donc un des auteurs est quand même de la région et va certainement... Je sais pas ce qu'il a fait par contre, Pat Mazzoni. Il a écrit un roman qui s'appelle Rwanda. Non, il est illustrateur, Pat Mazzoni. Voilà. Donc là, en fait, on va suivre des personnes qui partent avec le programme alimentaire mondial pour aller aider les réfugiés dans les camps de réfugiés dans différents pays. Et en fait, on va suivre en parallèle l'histoire de ces personnes qui viennent d'un monde où ils ont la chance de vivre aisément, on va dire, entre guillemets, face à d'autres familles qui sont dans ces pays-là, donc en Irak, au Soudan et au Tchad. Et on suit en fait des moments où les pays sont en crise, hein, vraiment terrible. Alors ça peut être vraiment la crise alimentaire, le manque d'eau, ça peut être... voilà, ils sont obligés de fuir leur lieu pour pouvoir se sauver. Alors ça peut être parce qu'ils n'ont pas la même religion, parce que... voilà, pour se protéger, protéger. Puis en fait, ça va se mettre... Les différents personnages vont à un moment se croiser. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que malgré, alors j'ai trouvé que c'était quand même assez triste aussi, le message final, c'est malgré la meilleure volonté du monde d'aider ces populations, finalement en fait, ces personnes qui vont aider sont extrêmement courageuses, mais elles disent toutes qu'elles n'arrivent pas forcément à comprendre et à aider vraiment ces personnes-là parce qu'elles se sentent en fait inappropriées forcément pour le faire, mais que malgré tout elles continuent parce que sans ça, ces populations seraient vouées en fait à mourir. Et en fait, on est dans cette sorte de balance totalement déséquilibrée de pays qui aident, mais qui en même temps n'aident pas parce que maintien dans une situation comme ça d'urgence sans forcément aider de façon correcte, c'est pas forcément aider à survivre qui fonctionne, ça serait vraiment aider à sortir de ces crises. Et finalement, il y a un entretien un petit peu de ces situations d'urgence. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement juste, sans forcément mettre le doigt dessus. Dans les histoires qui sont racontées, on comprend la difficulté que ces personnes vont vivre en fait, à côtoyer des peuples comme ça. Et voilà, c'était vraiment extrêmement touchant, dur aussi, voilà, juste, certainement. Je vous la conseille aussi, pas forcément évident. Voilà, j'ai lu des BD pas forcément rigolotes, mais en même temps,
extrêmement intéressante. Voilà. Oh, et donc, c'est long, hein. Je sens que cette vidéo va être encore très longue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous parler cinéma, film, expo. Ah oui, alors, juste pour terminer sur l'Afrique centrale, je vous en parle aussi dans un de mes derniers carnets de lecture, je crois, ou avant, ouais, je sais plus. En tout cas, avant de partir en vacances, j'ai regardé ce documentaire qui m'a été conseillé par mon bibliothécaire, qui est un film de Renaud Barré qui s'appelle Système K. C'est un documentaire en fait, hein. Le narrateur ne se montre jamais. Il va aller filmer en fait les artistes dans la ville de Kinshasa. Et il appelle ça le système K, comme K Kinshasa. Et en fait, ce sont des artistes. Comment l'art s'exprime dans une ville où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les rues sont, voilà, c'est vraiment... des bidonvilles, quoi. C'est vraiment terrible. Et en plus, avec une pression politique policière, j'allais dire, qui empêche tout mouvement. Comment est-ce qu'il s'exprime dans des conditions telles que celle-ci? C'était extrêmement intéressant. J'ai découvert des artistes, voilà, des artistes hors du commun, des artistes de l'urgence, des artistes qui font souvent qui ont des moyens d'expression particuliers, qui vivent leur art vraiment, mais physiquement, quoi. Notamment, il y a beaucoup de performances qui sont montrées qui sont pas forcément évidentes à regarder, hein. Il y a pas mal de sang, donc si vous n'aimez pas ça, ça risque de vous choquer, mais en même temps, c'est la réalité. On va aussi suivre parmi ceux-là un sculpteur qui a réussi à vivre de son art. Il y en a un qui tente d'aider une femme artiste aussi à percer. Et puis d'autres qui sont vraiment dans des situations, qui vivent dans la rue, qui dorment dans des taudis et qui sont limites, quoi. Vous voyez, donc on est vraiment... on a vraiment plusieurs niveaux de lecture, en fait, de l'art. Et en même temps, voilà, on ne peut que être... bouleversé par ce qu'on voit. Et puis en plus, c'était vraiment intéressant comment on crée dans des situations comme ça. Ça n'a rien à voir avec la façon dont on crée, nous, dans nos sociétés plus aisées, quoi. Hein, on est d'accord? Donc je vous le conseille vraiment. C'était vraiment super chouette. Très intéressant. Ensuite, au cinéma, on est allé voir Les Trois Mousquetaires. Je ne vais pas passer des heures, je pense que j'en ai déjà parlé. On a beaucoup aimé, alors avec tous nos fils, hein, de 8 à 14 ans, et nous-mêmes, Louis et moi, mon compagnon et moi, on a beaucoup aimé. On a trouvé que c'était vraiment une chouette version, avec des partis pris de point de vue caméra qui sont assez audacieux et qui sont vraiment bien, une sorte de plan séquence, des points de vue, on appelle ça de la caméra subjective, mais en fait, ça n'en est pas vraiment, on est un petit peu extérieur, mais on a l'impression qu'on vit vraiment qu'on vit les sensations des acteurs. Je trouvais que c'était vraiment très chouette. Voilà, j'ai beaucoup aimé tous les acteurs, l'histoire. Milady m'a un petit peu énervée, mais en fait c'était volontaire, je crois, et ça fonctionne bien. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, on a vu aussi Mario Bros avec les garçons là en vacances, et franchement c'était plutôt sympa. Au début, quand ça a commencé, je me suis dit oh là là, ça va pas être génial. Moi, Mario, je connais juste Mario Kart, voilà, donc les courses, et j'ai trouvé que voilà, on retrouvait beaucoup de références, et que ils ont réussi l'exercice en faisant ce film de mettre beaucoup de références en fait à l'univers de Mario Bros et à construire une histoire très chouette. Puis alors, je me souviens pas des noms, mais quand il fait du piano, le méchant, hein, comment il s'appelle? Bref, je l'écrirai là. C'est le chanteur, là, il fait une chanson qui s'appelle Peaches, et on n'arrête pas de l'écouter en boucle, on adore, parce que c'est cet acteur qui a une voix grave. D'ailleurs, il a un groupe de musique, le saviez-vous? Moi, je ne savais pas. Simon, mon fils, qui est batteur, l'écoute, du coup, et il trouve ça plutôt sympa. En tout cas, voilà, il y a tout un univers musical qui parlera à notre génération, et les enfants s'y retrouvent, notre génération aussi, et j'ai trouvé que l'exercice, c'est vraiment pas mal réussi. Après, je suis très bon public, hein, donc... Côté film, on a regardé aussi Spectre de... En fait, on a regardé tous les
tous les James Bond avec Daniel Craig et on a regardé Spectre à la fin. Et j'ai beaucoup aimé aussi, je trouvais que c'était... voilà, ça, je trouve que c'est réussi. Bon, après, je suis une fan quand même de cette version de James Bond. J'aime beaucoup son personnage qui est mis à mal et les autres James Bond avant, j'aimais moins. Donc, j'aime beaucoup cette façon de faire. Et voilà, donc j'ai bien aimé Spectre. Je suis restée jusqu'au bout, ça veut dire que j'ai bien aimé. Je vous mettrai les affiches. Et avec mon fils, là, pendant les vacances, on a regardé À la croisée des mondes. Alors, c'est pas un film récent, mais on l'avait pris en DVD, on l'avait jamais regardé. Et en fait, c'est un film, donc c'est le premier tome, c'est adapté de la trilogie, le premier tome de la trilogie de Philippe Pullman, À la croisée des mondes. Et Lucien et moi, on a beaucoup aimé cet univers fantastique. On a trouvé que ce film était plutôt bien, on est passé par plein d'émotions, voilà. On a eu peur, voilà, il y a beaucoup d'aventures. Je trouvais que les personnages étaient intéressants. Lucien et moi, on était à fond. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai beaucoup aimé. Ils n'ont pas fait la suite, il n'a pas du temps plaire que ça. Ils ont fait une suite, mais avec d'autres acteurs, et du coup, j'ai moins envie de la voir. En revanche, je me disais que peut-être ça serait sympa d'acheter les livres pour lui lire la suite. Ça pourrait lui plaire. Et on va terminer avec une exposition qu'on est allé voir aussi avec mes garçons. Je vous mettrai peut-être quelques images quand je parle. En fait, c'est une artiste que mon compagnon connaît, qui s'appelle Gabrielle Perry, et qui a fait une exposition notamment pour montrer ses toiles. C'est des toiles qu'elle peint en écoutant de la musique. Et donc vous avez ici un flash code qui vous permet d'écouter la musique et de regarder en même temps la toile. Donc il y en a plusieurs comme ça, l'exposition permettait de faire ça. Et alors en premier abord, j'ai pas forcément été touchée par ce que je voyais. Il y a beaucoup de choses différentes parce qu'elle aime beaucoup l'abstraction, elle aime bien réfléchir sur le fait par exemple celui-ci, là, elle a fait 2 toiles de celui-ci, donc ça s'appelle Les paysages de Conflans-Sainte-Honorine. En fait, l'exposition était justement au... Comment ça s'appelle? Je pense au prieuré de l'Oranger, mais ça, c'est l'Orangerie, c'est ça. Orangerie du Prieuré, je crois que c'est ça, de Conflans-Sainte-Honorine, donc l'endroit était superbe. Et donc elle mettait pour cette toile une toile non abstraite et à côté celle-ci abstraite. Et c'était intéressant en fait, je pense qu'elle a un côté didactique en fait par rapport à la peinture. Et du coup elle est venue nous présenter son exposition et le fait qu'elle ait mis des mots sur son processus m'a vraiment beaucoup intéressée. Et du coup, je vous mettrai le lien, je ne sais pas du tout ce qu'elle a, si elle a un compte Instagram ou un site. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir, parce que ça, c'est pas ma préférée, mais elle a fait des choses très intéressantes. Notamment un triptyque, je vous mettrai peut-être une photo pendant que je parle. Un triptyque, je crois que c'était sur les 4 saisons. Et c'était chouette, franchement, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Voilà, puisqu'on parle culture, autant aborder des choses aussi de ce type. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va être longue, malheureusement, parce que ce mois-ci, j'ai fait pas mal de choses. Mais c'était bien aussi de faire pas mal de choses. Donc peut-être qu'il y aura un peu moins le mois prochain. En tout cas, c'était un chouette mois d'avril. J'espère que le mois de mai sera tout aussi intéressant. Je vous laisse là. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce en l'air pour soutenir ma chaîne. Et à partager si vous avez l'envie de le faire. Et voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite sur la chaîne parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent là. Il y a plein de trucs qui arrivent toujours en début de mois. C'est là où il y a plein de choses qui arrivent. Allez, je vous embrasse. Bonne lecture et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.